encore une édition d'un Contretemps au mois d'août, une émission de vacances, mais je suis désolé, j'ai affaire à des partenaires tellement sérieux que les sujets seront carrés, intenses, n'est-ce pas Nadia? Oui, bonjour Gérard. Comment s'est passée cette semaine? Une belle semaine, vraiment. Il n'y a pas, c'est une semaine de vacances, mais qui s'est très bien déroulée et avec le beau temps, tu sais, comme je tiens à la météo. Donc une belle semaine avec mon chien Oscar qui vit de belles aventures. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas placé. Passons, Christian, parle-nous. Namasté. Très bien, super, tout va bien. Nous avons eu un bon festival, enfin un bon début de festival. Et puis, encore une fois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé de notre émission et qui ont exprimé leur satisfaction du travail que nous essayons de faire, quoi, avec la communauté martiniquaise. Et puis, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que Christian est une très bonne gazette des réactions par rapport à notre émission. Il vient, nous raconte, il nous explique tout. Bon, nous sommes peut-être un peu trop distants ou trop éloignés, ou nous sommes peut-être trop casaniers. Serge, c'est ton cas, tu es casanier? Je suis casanier, mais tu vas bien quand même. Oui, mais cette semaine s'est bien passée. Ah oui, tout à fait, ça se passe toujours bien, parce que je suis en vacances permanentes. Donc, il y en a qui sont contents d'être en vacances, mais moi, comme c'est toute l'année, donc il n'y a pas de souci. Et puis, on suit Oscar, mon bébé est né, ma radio sur le net, voilà. Tu vas nous donner plus d'informations précises avec le lien et tout ça? Oui, tout à l'heure. Quand tu seras prêt? Oui. Ok. Daniel? Oui, très bonne semaine. Et j'ai assisté à un concert à la cathédrale mardi matin. Alors j'ai appris que les mardis, il y a ce qu'on appelle les mardis de langue à la cathédrale. Et que cette semaine, il y avait comme invité Livia Louis-Joseph Doguet. Et c'était un pur bonheur, vraiment. À quelle heure? À 10h30 le matin, à 10h30. Et donc c'est une jeune Martiniquaise de 19 ans qui a gagné les talents d'outre-mer, qui était à l'émission Prodige, qu'elle a gagné également. Et elle continue son parcours, elle est au conservatoire et elle fait en même temps des études d'art. Et puis elle participe à des masterclass, elle est en progression et ça a été un vrai bonheur. Donc je pense qu'il faut saluer l'association qui organise ces mardis de langue. Il y a des choses qui se font dans ce pays. Pour notre part, continuons notre mission d'information. J'ai retenu quelques petites infos que je vous donne en avant-goût. Ce mardi 23 août a été la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition décrétée par l'UNESCO. Il faut en parler, nous sommes obligés d'en parler. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue l'insurrection qui devait jouer un rôle décisif dans l'abolition de la traite négrière. Sur le plan national, différentes dates renvoient à cette sombre page de l'histoire de l'humanité. Encore plus dur, massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy. Le carillon de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois donne le signal du massacre des protestants à Paris. Il s'agissait pour l'entourage catholique du roi de se défaire des chefs de la faction protestante qui donnaient des signes de rébellion. Mais le peuple de Paris, animé par un fanatisme aveugle, c'est pas seulement nègre qui est fanatique en Afrique, ferme la parenthèse et soyons lisses, en profite pour donner la chasse à tous les protestants de la capitale. C'est le jour prochain comme toi-même. Le plus noir des guerres de religion entre catholiques et protestants qui ont ensanglanté le pays pendant plus d'une génération. Il est devenu le symbole universel du fanatisme. Les malheureux, hommes, femmes, enfants, sont traqués jusque dans leur lit et mis à mort des pires façons. Et l'on en profite pour piller naturellement les biens des victimes. Pas ça. On évalue le nombre total des victimes dans l'ensemble du pays, pas Paris seulement, à 30 000. Plus que sous la commune de 1871, n'est-ce pas, professeur? Autre information, alors là, plus polémique, c'est en lisant une édition du magazine France Info en ligne, que j'ai vu, mais je vous l'assure, 3 articles dont je vais vous citer uniquement les titres. Premier titre. Alors, ce sont les titres du même magazine, comme je vous l'ai dit, l'un à la suite de l'autre. Témoignage. 6 réfugiés ukrainiens racontent leur vie en France. Loin de ma maison, je ressens comme un vide. Je peux comprendre. Je compatis. Guerre en Ukraine. La difficile reconstruction psychologique des réfugiés arrivant en France, tous traumatisés. C'est bien évident. Infographie. Guerre en Ukraine. Quelle est la situation des réfugiés ukrainiens 6 mois après le début du conflit? Les journalistes s'inquiètent. Témoignage. C'est pas fini. Même journal là, même magazine là. L'Ukraine est notre âme. On ne vit pas sans son âme. Les réfugiés racontent leur retour au pays malgré la guerre.
j'ai rien vu sur les Maliens, les Nigériens, les Rwandais, etc., qui ont un Parce que tu parcours à étais peu dans près le dossier identique. Ukraine. J'étais dans le dossier Ukraine uniquement. Donc, C'est si pour j'avais ça. si j'avais mieux consulté, C'est le dossier voisin. j'aurais vu que les C'est celui Caucasiens d'à côté. s'occupent, journalistes s'occupent de savoir comment, quand tu as traversé le Sahara, quand tu as été pourchassé, quand tu es tombé, passé dans l'eau glacée, que tu as nagé pour arriver à la côte, que tu es arrivé vers les lumières, comme un papillon attiré par un. On s'occupe de savoir, mais qu'est-ce que tu as dans ton âme, petit enfant noir? Je continue. Je ne serai pas long encore, pardonnez-moi. Des médecins ont passé leur dimanche, le 21 août, chez les habitants du quartier du François qui subissent l'invasion des algues sargasses. Ils étudient l'impact de leur santé à l'aide d'un expiromètre pour mesurer le débit respiratoire des patients et détecter d'éventuels troubles. Les patients sont stupéfaits. Les résultats indiquent une inflammation des poumons chez une personne qui n'a pas de maladie connue, qui n'a pas de symptômes, rien du tout, mais elle a une inflammation. Allez savoir pourquoi. Actualité. Jingle, jingle. Alors, le premier sujet, États-Unis, 362 milliards d'euros pour le climat. Le Sénat états-unien a adopté le dimanche 7 août une série de mesures pour lutter contre le changement climatique. Un plan de 700 pages baptisé Inflation Reduction Act, vous avez vu l'accent, vous avez remarqué, qui prévoit d'investir 369 milliards de dollars, c'est-à-dire 362 milliards d'euros, dans des réformes environnementales, fiscales, il y a des mots comme ça, et sanitaires. C'est Christian qui est bien habilité. Mais tu as déjà tout dit. Il faut l'introduire, qu'est-ce que vous Alors, décidez? voilà, c'est introduit effectivement, donc 362 millions d'euros, 369 millions de dollars. Ouais. Parce que jusqu'alors, le dollar était plus fort, l'euro était plus fort que l'euro. Vous voilà. savez que ça s'inverse aujourd'hui. Ah ouais. Bien. Alors effectivement, un objectif, c'est la réduction de l'empreinte carbone de 40% en 2030. Voilà, ça c'est un premier élément. Bon, tu as déjà donné les trois aspects, effectivement, les affectations, dépenses environnementales, fiscales et sanitaires. Alors, ça nous intéresse fiscal aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des dispositifs d'abattement d'impôts selon les équipements, etc. Voilà. Et dans le détail, on peut dire aussi qu'ils vont favoriser le développement des énergies renouvelables. Bon, c'est très important. Ils vont favoriser également le développement des véhicules propres. Ça, c'est aussi une obsession aujourd'hui pour pouvoir passer à l'électricité, réduire la pollution. L'État va donner de l'argent aux grandes compagnies américaines. On est aux États-Unis, Certainement, attention, absolument. c'est pas mal, pour qu'elles puissent travailler, Investir dans, ce sens, dans la recherche. absolument. Et puis aussi, un élément pas négligeable, c'est une affectation de sommes au soutien des populations les plus pauvres. Alors, il a été considéré, enfin non pas considéré, mais observé que les populations les plus pauvres sont les plus fragiles dans le cadre de la pollution. Donc, effectivement, il y a une politique sociale qui est, avec un budget qui est destiné à cela. Alors, en plus, on prévoit également que les budgets des agences gouvernementales qui sont chargées de la faune, par exemple des océans, des forêts, soient augmentés. Il faut leur donner davantage de moyens pour qu'ils puissent obtenir des résultats pour stabiliser cette lutte contre le changement climatique. Alors, le petit bémol qu'il y a, enfin, gros bémol quand même, c'est qu'il semble que les juges de la Cour suprême ont réduit leur capacité d'intervenir pour le contrôle, notamment des entreprises, des industries qui polluent. Voilà, alors d'un côté, il y a une volonté très nette du Sénat américain, de notre côté, on peut regretter que, bien évidemment, ces structures qui sont chargées de contrôler n'aient pas suffisamment de moyens. Sont limités. Alors, il faut espérer, encore une fois, bien évidemment, c'est un sujet qui est régulier depuis 20 ans aujourd'hui, des questions de changement climatique, et on voit effectivement les catastrophes qu'il y a aujourd'hui, même en Europe ou en France, certainement à travers les incendies. Ce qui est intéressant, c'est que ces tentatives du gouvernement de Biden d'avoir une action, mais quasiment anti-libérale, quoi, voilà, illibérale. C'est ça qui est intéressant. Mais qui contraste aussi avec la position de Trump, hein. On peut le dire. Oui, très certainement. Non, mais c'est normal, c'est les démocrates. Tout à fait, c'est ça. Assemblée nationale, 5 moments à retenir de cette première session. Il faudra avoir une mémoire d'éléphant pour sans notes et tout, les retenir et les traiter, n'est-ce pas, Nadia? Vous comptez sur votre mémoire. Sur toi. On revient sur les premiers jours mouvementés des députés à l'Assemblée nationale et sur les leçons
à en tirer à la veille de la rentrée, de la reprise des hostilités, de la reprise des débats parlementaires. Pardon, c'était bien. soyons neutres. Mais en toute neutralité, j'aurais bien de dire hostilité, puisque après les élections, on a l'impression que la France est à feu et à sang, et que vraiment c'est une bataille homérique qui se joue tous les jours à l'Assemblée nationale. Et Assemblée nationale qui a fait donc sa rentrée au mois de juillet. Et pour sa première session, c'est une bataille rangée qui s'est jouée. Comme tu l'as dit, on retient 5 points qui matérialisent le feu. Ouais, je crois qu'on peut le dire. Le feu, l'incendie qui a régné qui a été le point d'orgue de cette première session. Alors, c'est une question. Alors, il y a les faits politiques, et puis il y a les postures. Et donc, tout cela se traduit par des leçons et puis des choses à tirer. Première chose, les institutions, elles sont ce qu'elles sont, avec donc, premier passage obligé, la présentation de politique générale du Premier ministre. C'est son baptême du feu, il faut le dire, et qui se passe comme prévu, j'ai envie de dire, parce que face à elle, il y a les postures, tout le monde est dans l'opposition, donc elle se fait huer, tout va bien. Elle, de son côté, c'est son baptême du feu, donc ça veut dire que c'est sa façon de s'imposer dans le public, de s'imposer plutôt dans le débat. Elle résiste. Et le public, parce qu'elle est filmée. C'est vrai. Et puis effectivement, la France, celle qui vote, elle découvre aussi ces personnages qui la représentent à l'Assemblée. Et par conséquent, on peut sortir donc le constat, la leçon à tirer de ça, c'est que Madame Borne passe son oral. Ce n'est pas une grande oratrice, mais qu'importe. Elle assure, elle fait le job. Pour ainsi dire, c'est ça. Donc ça, c'est point 1 au suivant. Elle s'en sort. Oui, elle s'en sort. Au suivant. Assemblée nationale est quand même là pour régler nos sujets. Et s'il y a bien un sujet qui nous occupe depuis maintenant quelque temps déjà, c'est la crise sanitaire. Donc, le gouvernement, premier passage, propose donc son projet de loi sanitaire avec la remise, le renouveau, le retour, la saison 2, enfin je ne sais pas comment dire, du pass sanitaire. Et là, patatras, ça se déchire, voilà. Donc là, première claque pour le gouvernement. Et puis, sinon, les institutions, elles fonctionnent, donc ça passe au Sénat, et finalement, le point vraiment d'achoppement, c'était le pass sanitaire, à savoir le contrôle le contrôle des frontières, on va dire, notamment avec les Outre-mer, le contrôle des frontières par le vacciné, pas vacciné. C'est un résumé grossier, quand je dis vacciné, pas vacciné. Oui, mais c'est le détail tu mènes très bien les choses. Tu les mènes très bien pour montrer que le Sénat arrive et puis il soulage Madame Borne. Il la soulage, j'ai envie de dire, ce sont les institutions qui fonctionnent. On n'a pas fait une commission ad hoc, il n'y a pas eu de changement, de modification, c'est prévu dans les textes et le système fonctionne. Donc jusqu'à présent, on a des personnes qui sont effectivement dans leur posture d'opposition, etc. Les débats, ils sont animés et on arrive finalement à un sujet au Sénat, qui retravaille le sujet et qui revient ensuite à l'Assemblée nationale. Et finalement, passe sanitaire, ça a été la première passe d'armes avec des convenus du gouvernement, puisque le sujet qu'il a proposé a dû être retoqué. Mais au final, le protocole sanitaire, il est bien voté à l'Assemblée. Bon, grosso modo, c'est bien ça. Mais quelle leçon on tire ? Alors, la leçon, c'est que c'est un premier camouflet pour le gouvernement, qui donc s'appuie et est obligé de faire des alliances. Ouais. Mais là, on est à 2 sur 5, donc ça vient. Mais là, qui n'a pas pu faire d'alliance, là. Non, qui a été soulagé par le Sénat. Soulagé par le Sénat. Et on arrive au troisième sujet, qui est, donc là, encore une fois, on est dans les faits. On a parlé du Covid. L'autre sujet qui anime toute la vie des Français, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine et ses conséquences en France, à savoir le pouvoir d'achat. Ouais. Et là, c'est la foire d'empoigne. C'est la foire d'empoigne. Il ne faut pas oublier que le LREM, le gouvernement, il est majoritaire, mais il n'a pas de majorité absolue. Salut. Donc ça veut dire que pour tous ces sujets, il est obligé de composer avec l'opposition. Et l'opposition, elle est multiple. C'est-à-dire que de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde est dans l'opposition. C'est pas compliqué. Et sur la question du pouvoir d'achat, là, on voit vraiment la démocratie en action, puisque, point par point,
aussi bien sur des questions qui relèvent plus du social, comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou le rachat des RTT. Ça, c'est plutôt du social. La remise carburant. La remise carburant. Des questions qui sont plus on va dire, pas libérales, mais qui concernent plutôt des partis économiques. Donc vraiment, c'est chaque opposition, chaque pan orientation de l'opposition qui discute le bout de gras et sur ces sujets. Pour faire... Excuse-moi, ça ressemble au sujet que Serge avait traité où il explique que les gens votent en fonction de leur intérêt électoral. Ouais, Oui. Ça ressemble à ça. Ouais. Avec... C'est un peu logique. Ouais. Oui, alors leur Oui, mais intérêt... enfin, ils sont là pour Et leur couleur. notre intérêt à nous. Je ne sais pas si c'est au gros, mais le Oui, Parlement, mais ils sont dans des couleurs affichées. Oui. Et là, pour le coup, vu que tout le monde est dans l'opposition, les sujets transcendent un petit peu ces couleurs, ces couleurs politiques. Et donc, et au final, donc ça, c'est par contre la grosse cacophonie, avec des amendements, des sujets qui sont discutés jusqu'à pas d'heure. En tout cas, on ne saura nier l'assiduité et le travail de nos... Mais j'ai lu en quelque part que quand même les Républicains sur cette question... J'y venais. Ah bah, pardon. Avec quand même sur toutes ces oppositions farouches, Ouais. l'attitude, on peut remarquer, des républicains qui sont moins de 100 et puis qui finalement sont ceux qui font, Le pivot, le rôle pivot. qui font pencher la balance dans un sens ou un autre. 62. Et merci pour la transition parce que les deux autres points qui sont pertinents, qui sont particulièrement remarquables sur cette première session de l'Assemblée nationale, elle vient effectivement de la posture de deux oppositions, la gauche et la droite. Et quand je dis la gauche et la droite, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. D'un côté, on a dit les républicains, ils sont sur les dossiers et ils font avancer les choses. Et de l'autre côté, Il a avancé les choses en faveur du gouvernement. Oui. sur les sujets, il faut avancer les choses sur les sujets, de Oui, façon si tu très veux. neutre, je dirais ça. Et à côté de ça, D'accord, c'est un choix. sur les postures, là, on remarque donc ces deux oppositions. D'un côté, l'extrême gauche, avec notamment les députés LFI, et là, je ne parle pas de la NUPES, donc qui est le conglomérat de toutes les La gauches. gauche. Et on peut remarquer aussi le silence assourdissant du PS, hein. Enfin, pour le coup. Vraiment, c'est les LFI qui se sont fait remarquer dès le début de l'élection. Ils se sont fait remarquer visuellement. Entre les réflexions sur Madame Kéké en disant au moins elle n'est pas arrivée en bambou, tout de suite la question de la posture et de l'habit s'est imposée dans le débat. Jusqu'à la sortie d'Éric Ciotti, qui est LR, qui est LR, et qui avait fait une remarque sur la tenue un peu débraillée, je dis ça en me redressant, De ses collègues. de ses pairs à l'Assemblée. Et en retour de cela, les députés LFI se sont présentés donc en cravate, puisque dans la proposition... Des députés Les EES. femmes, Des députés EES, oui. Oui, c'est vrai, se sont présentés en cravate, disant, puisqu'il avait... On en voit l'image, là, d'ailleurs. En point d'orgue de son propos, c'était en disant que les personnes étaient un peu débraillées, ses collègues étaient un peu débraillés, il voulait rendre obligatoire le port de la cravate. Donc en réponse, la remarque a été considérée comme sexiste, et en réponse, donc, outre la journée de la femme, où effectivement c'est le jour de la cravate, les députés EES, LFI, se sont présentés en cravate. Très bien. Et à côté de ça, il y a un autre point qui est assez remarquable, même s'il est ténu et silencieux, c'est justement à côté les députés Du Front National. du Rassemblement national, qui sont arrivés en nombre à l'Assemblée, c'est une première, et qui font montre d'une discrétion, aussi bien dans la tenue, tout le monde est policé, tout le monde est bien habillé, et accessoirement ils votent des sujets, et l'idée c'est bien de normaliser leur posture et leur représentation auprès du public. J'en ai fini. Et ça fonctionne. À l'évidence, ça fonctionne. Oui, excellente synthèse. Sans Même note. s'il y en a qui est un petit peu... mais le sujet a été correctement traité, on n'entre pas dans les détails. Bon point. Absolument. En Amérique latine, une vague rose et de nombreux courants, avec l'élection en Colombie de Gustavo Petro, la quasi-totalité du sous-continent est désormais dirigée par des gouvernements de gauche qui ont bénéficié
d'un effet dégagisme. C'est Serge qui va nous traiter cette... Alors, l'histoire de l'Amérique latine, je préfère l'Amérique latine plutôt qu'Amérique du Sud parce qu'il faut inclure l'Amérique centrale. Ouais. C'est celle d'un monde qui est apparemment en révolution permanente, révolution dans le sens d'un changement brusque et parfois violent de la structure politique. C'est une histoire qui est souvent associée à des expériences révolutionnaires depuis les guerres hispano-américaines dès le début des années 1800. On n'oublie pas la révolution mexicaine avec Emiliano Zapata et Pancho Villa. On n'oublie pas le Venezuela, le Paraguay. Au XXe siècle, on a eu droit tout près de nous à Fidel Castro. On a eu droit, c'était depuis 1953 et l'attaque de la caserne de Moncada. On a eu les sandinistes au Nicaragua, les guerrilleros marxistes en Colombie ou en Bolivie. Che Guevara y est mort d'ailleurs. Ou la révolution bolivarienne de Hugo Chavez. Mais en contre-coup, il y a des guerres civiles, il y a des coups d'État militaires qui entraînent des changements brusques aussi. Est-ce qu'un changement... Est-ce que ce ne sont pas des révolutions, parce que ce sont des changements brusques? Bon, c'est une question. Hein. Mais à ce moment-là, c'est avec la mise au pouvoir de juntes militaires. Et même des gens disent, mais en Amérique du Sud, en Amérique latine, il y a une espèce d'atavisme révolutionnaire qui doit circuler, où ils ont ça dans le sang. Et la politique moderne, pour répondre à la question, semble suivre cette courbe-là, parce qu'on passe d'un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, et on passe à un gouvernement de gauche, voire d'extrême gauche. Et avec l'élection de Gustave Petro, ex-guerriero, premier président de gauche, la Colombie bascule du côté rose de la force. Ouais, voilà. Et presque toute l'Amérique du Sud, du coup, est à gauche. L'Argentine depuis 2019, la Bolivie en 2020, le Pérou et le Chili en 2021. On peut ajouter en Amérique centrale le Mexique depuis 2018 et le Honduras en 2021. Et nombreux sont ceux qui ajouteraient le Brésil en 2022, attendant la victoire du président sortant Lula aux élections du mois d'octobre, au détriment du... Bon, je ne sais plus quel adjectif, je dis sinistre Jair Bolsonaro. Voilà. Alors, à cette gauche, disons, modérée, il faut ajouter Cuba, régime communiste, il faut ajouter le Venezuela et le Nicaragua. Et donc, on retrouve maintenant face à ces radicaux, cubains ou vénézuéliens, une nouvelle génération de gauche, comme le président de la Colombie, disons, une gauche pragmatique, face à l'ancienne gauche, ce qu'ils appellent la vieille gauche, comme en Bolivie, et je le répète, souhaitons-le au Brésil. Alors le téléspectateur doit se dire, mais pourquoi cette vague rose en Amérique du Sud? On se demande, mais oui, on se demande parce qu'en France, en Hongrie, dans plusieurs pays d'Europe, même en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Martinique, en Guadeloupe, ça penche plutôt du côté de l'extrême droite. Mais bon, au résultat des élections. Alors, des analystes prétendent que, et Girard l'a dit, c'est un réflexe de dégagisme. C'est vilain comme mot, hein, plutôt qu'une idéologie de gauche. Ça ne veut pas dire que toutes les populations d'Amérique du Sud sont à gauche. Hein. Bon, il semblerait que la gauche ait essayé de protéger les populations pendant la pandémie. Le discours a été assez audible. Et donc, c'est un renvoi d'ascenseur. Et c'est un signe, avant toutes ces victoires électorales, il y a eu des conflits sociaux immenses, notamment au Chili ou en Colombie, avec le fameux slogan qu'on connaît depuis des années, « El pueblo unido jamás será vencido », enfin, le peuple uni ne sera jamais vaincu. Mais en Amérique du Sud, le balancier peut revenir à n'importe quel moment. Hein. C'est-à-dire, comme en plus, il y a toujours des coalitions assez bancales, la gauche, oui, mais avec des centristes qui ne demandent qu'une chose, c'est changer. Bon, donc, les gouvernements de gauche n'ont pas de garantie pour l'avenir. Mais, chose nouvelle, ces gouvernements s'appuient sur les femmes. Ils ont compris, ils ont dit, bon, on va faire des trucs, c'est nouveau pour les machos sud-américains, latins, hein, la défense des droits de femmes, légalisation de l'avortement, etc., etc. Ça peut aider, ça aide. Parce que, à part comment elle s'appelle, Xiomara Castro, qui est la présidente du Honduras, tous ces présidents de gauche sont des mecs. Voilà, donc la vague rose risque de ne pas durer encore des années, on ne sait pas. Ça va revenir. Alors, je ne peux pas m'empêcher, petite coïncidence très sympathique, courant septembre, sur Radio Nou, voilà, je suis désolé, puisque le programme est fait déjà presque pour septembre, j'ai prévu un podcast de André Loez,
qui est d'un site qui s'appelle Parole d'Histoire. Le titre, ce sont les révolutions latino-américaines avec les historiens Geneviève Verdeau et Édouard Blumenthal. On va regarder ça avec attention, mais il faudra nous le rappeler. Voilà. On va passer au sujet de société, si vous voulez bien. Les témoignages de femmes sur les violences subies en consultation dévoilent des pratiques gynécologiques sexistes, infantilisantes et maltraitantes, épisiotomie jugée non nécessaire. Je ne vous demande pas, messieurs, ce que c'est qu'une épisiotomie. Je ne vais pas déconsidérer comme ça la jante masculine. Humiliation pendant les IVG, manque de dialogue et propos déplacés, injonction à la procréation. Pourquoi vous voulez avorter? Vous faites l'enfant. Bon, je peux comprendre ça. Cette problématique intervient suite aux plaintes déposées contre plusieurs gynécologues, dont la secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou. J'ai demandé à Daniel de traiter ce sujet parce que c'est elle qui est la plus carrée, la plus... Je n'ai pas dit conservatrice, hein. Je n'ai pas dit ça. Et pour un sujet, ne répondez pas. Ne répondez pas. Et pour un sujet aussi, qui peut être aussi wellé avec ces messieurs, Daniel, je t'en prie, développe. Enfin, moi, je suis tout à fait persuadée que mes petits camarades auraient pu traiter le sujet. Mais alors, donc... en fait, pourquoi on en parle? Tu l'as dit, la question des violences gynécologiques et obstétricales, puisque c'est les deux, c'est revenu sur le devant de la scène avec les plaintes qui ont été portées et déposées contre la secrétaire d'État. Il y a aussi des plaintes beaucoup plus nombreuses contre un chef de service de l'hôpital Tenon à Paris, qui n'est d'ailleurs plus chef de service. Il continue à exercer, mais il n'est plus chef de service. Alors, de quoi s'agit-il? C'est comme, je dirais, les violences faites aux femmes, comme les questions d'inceste. Il y a un moment donné où la parole se libère. Et donc, depuis... Alors là, c'est pas vieux, c'est depuis 2000 à peu près, où le témoignage des femmes, les témoignages sont de plus en plus nombreux. Et on a eu donc des plateformes, on a eu des blogs, on a eu un documentaire. Et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes osent parler. Alors pourquoi je dis osent parler? C'est parce que le domaine, que ce soit les violences, l'inceste ou les violences conjugales ou obstétricales, c'est un domaine qui est très intime. C'est pas seulement la santé, c'est déjà un problème qui est intime, mais ça, pour une femme, ça touche au plus profond de son intimité. Et dans ce rapport, il ne faut pas oublier qu'on est dans une civilisation où il n'y a pas forcément une grande reconnaissance de la personnalité humaine. Excusez-moi, tu enfanteras dans la douleur. Il y a des gens qui sont imprégnés de ça et donc ils considèrent qu'une femme qui va dire lorsqu'elle a un examen ou lorsqu'elle accouche que bon, elle est chochotte, comme on dit, c'est-à-dire que bon, écoute, ta mère, ta grand-mère, etc. Elles ont supporté ça. C'est normal que tu aies mal. Et puis, on est aussi confronté à l'attitude de ce que j'appellerais le sachant. Et ça, c'est un phénomène qui existe, c'est-à-dire que celui qui sait, donc, il impose son savoir et il n'a pas à expliquer. Tu dois, parce que c'est le sachant, tu dois supporter. Et on assiste, donc, par conséquent, à des propos qui sont des propos désobligeants. Imaginons des jeunes filles qui vont demander, par exemple, à avoir la pilule et qui doivent avoir un premier examen, ou bien lorsqu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, donc il y aura l'opprobre, on va lui dire, mais si tu ne t'étais pas conduite comme une putain, tu n'en serais pas là, ou bien quand on va arriver à l'examen proprement dit, il peut y avoir des gestes qui sont inappropriés, comme toucher les seins, mais surtout, et c'est une grande question, lorsque l'examen proprement dit. L'examen d'une partie intime de la femme, ça peut être très douloureux, surtout qu'on utilise un instrument qui s'appelle le spéculum. Et donc, on va toucher à deux questions fondamentales qui ont fait l'objet de la loi Kouchner, qui ont dit, voilà, quels sont les droits des patients. Ils ont un droit à l'information et ils ont le droit au consentement. Ça veut dire qu'un patient, il doit être informé de ce qu'on va lui faire. Quel que soit l'examen,
il faut qu'on lui demande, qu'on lui dise ce qu'on va lui faire, l'information, et qu'on lui demande s'il est d'accord. Et il n'y a pas beaucoup, enfin plus exactement, c'est une pratique qui n'est pas encore suffisamment répandue. Alors, il y a beaucoup notamment chez les jeunes médecins qui ont, par exemple, il y a une charte qui a été adoptée et qui l'applique. Donc, il y a de jeunes gynécologues, lorsqu'ils vont recevoir des femmes, ils vont leur dire « Est-ce que vous acceptez ? Je vais vous toucher ou je vais faire tel examen. Est-ce que vous acceptez ?» Mais on a des cas où il y a des femmes qui vous décrivent la souffrance, mais indicible qu'elles ont eue parce qu'elles ne savaient pas. Imaginez une jeune fille qui ne sait pas ce que c'est qu'un spéculum et qui tout d'un coup se trouve avec cet objet dans son intimité. Donc, et ça crée des conséquences qui sont des conséquences psychologiques. Tu nous demandes trop. Tu nous demandes à nous d'imaginer ce que c'est qu'avoir un spéculum. Eh bien si, parce que vous avez un rôle à jouer, parce que ce n'est pas parce que dans votre corps vous n'êtes pas touché que vous ne pouvez pas être attentif à la personne, soit votre compagne, soit votre fille qui est dans votre entourage, pour l'entendre déjà, parce qu'il faut pouvoir écouter. Quand vous êtes victime de cette violence, il y a des conséquences sur le mental et ça peut avoir des femmes qui ne vont pas vouloir retourner chez un gynécologue tout de suite. Donc elles retardent la prévention et ça peut entraîner des catastrophes. Des problèmes de santé. Des problèmes de santé, sans compter le traumatisme qui en résulte. Donc si, l'écoute est importante. Et donc on se rend compte que de ne pas traiter de façon légère en disant c'est un problème de femme, déjà, messieurs, vous pouvez déjà ne pas faire ça. Considérer que c'est un problème d'être humain. Et donc avoir cette oreille attentive de façon à ce qu'on puisse permettre aux jeunes filles, aux femmes, de pouvoir, en allant chez le médecin, attendre de ce praticien le respect de la personne humaine. Parce qu'avec ça, de considérer qu'il y a un être humain qui a droit à des égards pour ne pas le blesser, pour ne pas avoir de propos désobligeants, on arrivera... Pour écouter son antériorité, son passé, on arrivera à des résultats. Et j'insiste sur le fait... Non, attends, je voudrais que tu t'arrêtes un petit peu. Oui. Quand j'interviens, c'est pour essayer de mettre un petit peu de variation dans le sujet. Savoir un petit peu comment cette personne a pu avoir été traumatisée auparavant, comment elle a pu être blessée, comment elle a pu être violée, comment elle a pu avoir lui parler. Oui, tout à fait. Et j'insiste aussi sur le fait que d'autres pratiques sont possibles parce qu'elles existent. Il ne s'agit pas de stigmatiser tous les médecins, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la Première ministre a demandé qu'un rapport soit fait sur le consentement en matière gynécologique. C'est dire qu'aujourd'hui, la parole a été entendue quelque part et qu'on va avoir un rapport pour donner un cadre aussi aux praticiens pour savoir les bonnes conduites à adopter. Donc c'est une bonne chose. Dernière petite réflexion, et puis on va passer à un sujet de culture. Le consentement a beau avoir été donné, s'il n'y a pas cette relation de confiance, il a beau être sollicité et donné, et le spéculum venant, la patiente peut malgré tout être traumatisée. C'est-à-dire qu'il faut... C'est un consentement qui est donné, mais il ne peut pas être définitif. Oui, c'est-à-dire que, par exemple... Je ne consens pas à être trituré, manipulé, torturé. Non, le consentement, c'est d'accepter le fait de cette pénétration, mais d'autre part, quand la patiente va dire « attention, j'ai mal », c'est que le médecin soit capable d'entendre. Le consentement est enlevé. D'entendre, et donc c'est ce rapport. Je dirais normalement, un médecin, il doit entendre quand même ce que dit sa patiente. Mais il y a des médecins qui sont dans un rapport de force. Apparemment, la foultitude de plaintes. Ah oui, parce qu'il y a des médecins qui sont dans des rapports de force. Oui, absolument. Bon, un petit sujet de culture pour alléger, essayer d'alléger l'atmosphère. Puisque Daniel avait la parole et qu'elle parle si bien, on va la lui laisser pour parler de la négritude, une construction qui ne repose sur rien, nous dit Marie Scondé. C'est à propos d'une interview déjà lointaine, mais qui remonte à la surface avec les réseaux sociaux, qui retrouve ça et puis remet ça, et puis ça fait boule de neige, on peut dire ça. C'est l'extrait d'une interview qui remonte à quelques années. Elle explique dans cette interview que pour elle, sa plus grande souffrance a été de vivre dans un pays où elle n'a pas été acceptée, intégrée. Elle parle de la Guinée, où elle parle du Ghana, elle parle de pays où elle était traitée de tout babek, etc. Et à cette occasion, le journaliste lui pose la question pour lui dire, oui, Aimé Césaire et la négritude, qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Alors, je crois qu'il est important, et tu l'as déjà fait, mais il faut le redire,
il faut toujours replacer des déclarations dans leur contexte. Et c'est pas parce qu'un réseau social sort un truc en disant, comme si Maryse Condé venait de dire la négritude ça ne sert à rien, parce que c'est comme ça qu'on l'a reçu. Ah tiens, il y a un texte Maryse Condé dit que, etc. Alors que c'est une interview qui date de plusieurs années. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, Maryse Condé a écrit une sorte d'autobiographie qui a été mise en scène à Avignon. Et elle a été interviewée à la suite de cela, un peu sur, je dirais, le côté émotionnel. Et on lui parle de son expérience, en Afrique. Et effectivement, elle dit ce que tu as dit. À savoir qu'elle n'a pas été intégrée, elle n'a pas été acceptée, que pour elle c'était une expérience très négative. Et quand on lui pose la question sur la solidarité entre Noirs et la négritude, elle dit c'est un mythe. Elle dit c'est un mythe parce qu'effectivement qu'elle n'a pas connu ça. Alors c'est intéressant l'interview parce que ça met en perspective le vécu de quelqu'un et la théorie de quelqu'un qui utilise des concepts. La négritude et le vécu de quelqu'un, ce sont deux choses différentes. Et je crois que ce serait un mauvais procès fait à Maryse Condé que d'imaginer que dans le concept de la négritude et ce que ça a pu apporter, qu'elle dénigre ce qu'Aimé Césaire a fait. Elle décrit son expérience en disant les Africains ne se sont pas appropriés le concept de négritude au point de considérer que tous les Noirs font partie d'une même famille et que moi j'aurais dû être acceptée comme étant ma sœur. Donc c'est pas le cas. Et il ne faut pas non plus qu'une expérience personnelle qui soit négative puisse entraîner une condamnation d'un système de pensée. Et donc je crois qu'il faut que nous prenions l'habitude de pouvoir dire, de faire la différence entre le vécu de quelqu'un, une interview et puis un concept et puis une théorie. Et donc c'est l'occasion, donc il faut quand même remercier les réseaux sociaux parce que ça nous donne l'occasion de reparler de Maryse Condé, parce que Maryse Condé, effectivement, elle était d'ailleurs à Avignon en juillet 2022 parce qu'il y a une autre de ses pièces qui a été mise en scène. Et puis aussi, c'est l'occasion de dire que le conseil municipal de Pointe-à-Pitre, il y a quelques jours, a adopté une délibération mettant à la disposition de la Maison des Caraïbes, je crois, une salle, toute une aile même, à disposition de la Fondation Maryse Condé, et qu'il y a une convention qui a été passée avec le conseil départemental pour que la médiathèque de Basse-Terre mette aussi à disposition des chercheurs et des étudiants le fonds qu'elle dispose sur Maryse Condé. Donc par conséquent, ça prouve aussi que l'œuvre de Maryse Condé est toujours vivante et qu'il y a des personnes qu'il y a des recherches et que nous aurons des conférences, des expositions qui vont bientôt avoir lieu. Donc ça n'est pas figé. Et je pense que c'est une bonne chose de considérer que la reconnaissance de nos écrivains antillais est toujours d'actualité. Écoutez, on lui laisse la parole encore une fois à Daniel, pour qu'elle puisse nous parler d'un ouvrage qui vient de sortir sur les routes du jazz. Alors, c'est pas de moi, je vais vous dire quelque chose. Savez-vous ce qui relie la mort de Robespierre à la naissance du jazz? À quoi ressemblent les vocalises des pharaons dans les temples égyptiens? Quel est le rapport entre un moine allemand au XVe siècle et Louis Armstrong? Après le succès de son premier opus sur les routes de la musique, André Manoukian nous livre de nouvelles chroniques qui retracent l'histoire du jazz. Et c'est Daniel qui m'a demandé à empiéter sur l'espace de notre musicologue de service et de parler de cet ouvrage. Mais il a consenti avec plaisir. Oh, bien entendu. Oui, parce que nous sommes à la croisée de plusieurs genres. Hein. C'est la musique, c'est la littérature, mais c'est aussi l'histoire, parce que lire cet ouvrage, qui est un vrai bonheur, c'est un voyage à travers le temps, l'histoire, l'espace. Et ce n'est pas un livre qui est réservé aux initiés. Alors d'abord, deux mots sur André Manoukian. Moi, j'appelle un touche-à-tout.
surtout, parce que c'est un homme qui est né en France, mais d'origine arménienne, et qui a fait des études de musique à Boston. Et quand il est revenu en France, il a créé un orchestre, il était pianiste, il est devenu auteur, compositeur, arrangeur. Il a accompagné des musiciens comme Petrucciani, Gilbert Bécaud, Aznavour, et Liane Folly qui était sa compagne. On a une petite vidéo de lui. On va montrer. Bonsoir. Ce soir est un soir un peu particulier. Vous êtes venus pour cette raison-là. La librairie Mola ne fait pas que des rencontres littéraires, elle fait aussi des rencontres culturelles et musicales. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir André Manoukian. Bonsoir André Manoukian. Bonsoir Sylvie. Alors vous êtes avec nous de retour à nouveau, puisque sur les routes, c'est un peu le principe qui vous définit, mais cette fois, donc c'est sur les routes du jazz, aux éditions HarperCollins. Dans ce livre, vous évoquez un documentaire de Youssou N'Dour, avec Youssou N'Dour qui retourne à Gorée. Et dans ce documentaire, on apprend que Youssou N'Dour était un griot par sa maman. Et en lisant votre livre, moi, je me suis demandé comment vous aviez pu réussir à écrire, alors que vous êtes quand même parfaitement la définition du griot, c'est-à-dire la vraie tradition orale, les histoires, le récit. Comment vous avez fait ? Alors, écoutez, je suis fier que vous me traitiez de griot. Le griot en Afrique, c'est à la fois le chanteur, mais c'est aussi le conteur. Et c'est celui qui colporte les bonnes nouvelles ou les mauvaises de village en village. Et en même temps, c'est celui aussi qui annonce les gens dans les fêtes en déclamant leurs titres. Donc, du coup, c'est presque un homme de radio, on va dire, le griot. Et moi, mon côté griot, il me vient, je dirais, de mes racines arméniennes. Alors, on apprend, comme je disais, beaucoup de choses. Et c'est un livre qui n'est pas réservé aux initiés, parce qu'on apprend sur l'histoire de la musique sacrée, la musique baroque, le blues et le jazz. Et s'agissant du jazz, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, moi, je voudrais indiquer deux choses. D'abord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, dans l'origine du blues, l'importance de ce qu'on a appelé les Black Indians, c'est-à-dire les Indiens séminoles, qui accueillaient les esclaves qui étaient marrons, et ils se sont métissés, et c'est ça qui est à l'origine du blues. Il explique très bien, avec des termes qui sont cette fois-là techniques sur les questions des notes. Il y a 1, 2 ou 3 notes, alors c'est vrai que Christian pourrait mieux en parler que moi, mais ce qui est important, c'est le mélange. Édouard Glissant dirait la créolisation, et qui donne le blues. Et puis s'agissant du jazz, il explique, puisque tu en as parlé au début, comment le quadrille qui part de France après l'exécution de Robespierre, il y a des gens qui dansent et qui dansent le quadrille. Le quadrille est exporté dans les colonies françaises, et notamment en Louisiane. Les maîtres dansent le quadrille et les esclaves, ils regardent ça un peu en s'amusant et en disant, en caricaturant. Et ça donne l'idée aux maîtres, une fois par an, de permettre aux esclaves de tenir leur rôle. Donc les esclaves, une fois dans l'année, vont se déguiser comme les maîtres, vont s'habiller comme eux et vont danser comme eux, mais au fur et à mesure, ça sera détourné, et grâce à justement toutes les origines, ça va donner ça va donner le jazz. Alors dans les 30 secondes qui me restent, je voudrais lire, parce que c'est pas long, l'épilogue du livre.
La musique est l'épilogue heureux des malheurs des hommes. Une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière transatlantique, a produit les mélodies les plus réjouissantes du monde. Des enfants d'esclaves ont engendré des chansons ébouriffantes de virtuosité. Au moment où, en Europe, on académisait la création, où l'on cessait l'apprentissage de l'improvisation dans nos écoles, formons non plus des créateurs, mais des lecteurs, le jazz a rendu aux musiciens la capacité d'être acteurs de leur destin. Moi, je trouve ça magnifique. Oui, nous buvons du petit Adorable. Une anecdote, Henri Pied, docteur Pied, que vous savez, qui est fondateur du Naïf à l'époque et d'Antilla, pour placer les choses, qui me téléphone et qui me dit, il me parle de l'émission naturellement, et il est étonné de la culture de Christian. Je lui dis, mais c'était son travail, il n'a aucun mérite en particulier. Et puis je le coach, enfin, je réduis au maximum les qualités de Christian. Il me dit que à Washington, où il est allé voir sa fille, il entend une émission et que le journaliste explique qu'à un certain moment, la musique, notamment à Nouvelle-Orléans, a été fortement influencée par la biguine antillaise. Ouais, ce sont des choses que nous essayons de populariser pour qu'on sait. Ouais, et ce sont des paradoxes comme ça que Manoukian nous explique, qui nous montrent que finalement, avec la musique, l'humanité a été un grand, vaste et un joli village. On passe au cinéma, si vous voulez bien. Je voudrais que vous corrigiez mon accent. Triangle of Sadness. It's okay. It's all right. It's a good idea. Sinon, on dira Sans filtre, Voilà. puisque c'est son titre français, La Palme d'Or à Cannes, qui sort le 28 septembre. Absolument. Un film dont Sans il fait filtre. droit, je ne vais pas dire son nom, pour une fois. Ouais. C'est sa deuxième palme, il avait eu une première... Ruben Petit Square. Ostlund. Bravo, décidément. J'ai l'affiche en face de mes yeux pour suppléer. Non, il signe surtout avec Sans filtre, un film d'une acuité absolument terrible. Je vous dis juste de quoi ça parle, c'est vraiment très moderne. C'est deux influenceurs, enfin un jeune mannequin et une jeune influenceuse, dont on suit en fait les périples. D'abord pendant la Fashion Week, et ensuite alors qu'ils sont invités et qu'ils font une croisière. Et je crois qu'on a une petite bande-annonce qui présente bien les choses. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always, yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy the moment. No, No? no, What? You say no to me? no, no. Oh, so it's yes. Yeah, no. Yes? Going in. Yes! The sails. Do you think it's possible to wash them? I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails. It was sails. Yes. Well, then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course. Yes. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing To love. that there's love. just a little love. A Russian capitalist. And an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. What the world needs now is love, sweet love. No, not just the song, but for everyone. This is
really bad. This is really, really bad. Sans filtre des rapports de classe, disons-le, qui est revu vraiment à la sauce moderne. Donc, ce qui met les gens, on va dire, en haut, les riches ou ceux qui sont influents, face à la classe laborieuse. Et dans un petit laps de temps, donc on suit ce couple, donc un mannequin et une mannequin aussi influenceuse, qui se retrouvent donc dans une croisière où les choses, la vie s'atangue, et donc comment les rapports s'inversent et comment est-ce que l'humain face à lui-même. Le film est vraiment excellent. C'est d'une acuité impressionnante. Sorti 22 septembre. 28 septembre. 28 septembre. On va voir un peu de musique pour terminer en beauté. Clarinette, saxophone et aussi le chant. Manuel Sainte-Rose est issu de la lignée des grands clarinettistes martiniquais, sujet que va développer Monsieur Musique, pas Monsieur Manoukian, mais Monsieur Christian Boutin. Oui, et dans le prolongement des propos de Daniel, dans le cadre de l'épilogue du livre d'Alain Manoukian, parce que Manuel Sainte-Rose, il représente effectivement, au-delà de l'aspect académique, cette spontanéité, cette maîtrise, cette pénétration rythmique. Alors j'ai envie de dire que Manuel Sainte-Rose, pour moi, c'est précocité. Il était très précoce. À 15 ans, il animait déjà le Festival de la Clarinette. Il s'est fait découvrir d'ailleurs le Festival de la Clarinette que M. Bolosier organisait en Lamantin, qui a été quand même une manifestation très intéressante. Alors Manuel Sainte-Rose, c'est de la technique, c'est de la vélocité, c'est un sens de la mélodie, c'est une facilité d'exécution que j'ai toujours admirée. Et puis Manuel Sainte-Rose, c'est un ancrage dans le répertoire. Il connaît tous les titres de Stélio, de Turenne, de tous ceux qui ont alimenté le répertoire musical traditionnel martiniquais. Alors Manuel, il a travaillé, après s'être révélé à l'âge de 15 ans, il a travaillé avec Max Rancé pendant très longtemps, et puis après il a travaillé avec Guy Vadeleu. Peut-être pour le téléspectateur serait-il intéressant qu'on entende un petit peu une composition laquelle qui s'appelle Mazurka Créole. Je ne résiste pas à vous dire la chose suivante en voyant Max Rancé. Max Rancé, quand il jouait et que les gens dansaient, entre les deux morceaux, il était dit ne bougez pas. Je parle enfin. Je me souviens de Max Rancé. Et puis bidule, la musique continue. Donc Manuel a travaillé beaucoup avec Max Rancé. Vous pensez bien qu'il s'est imprégné de tout ce que Max Rancé avait comme élément culturel et traditionnel. Il a joué aussi avec Claudie Largène, il a joué avec Gertrude Sénin, il a accompagné Pierre Racine, qui était quand même aussi un élément, un artiste qui a beaucoup marqué. Il a joué aussi dans le film Begin, parce que c'est lui, Guy Deslauriers, c'est Manuel Sainte-Rose. Et non pas Télèphe. Oui, Télèphe était là aussi, mais Manuel Sainte-Rose y était.
Alors, nous l'avons récompensé en 2006, on lui donne un prix SACEM, parce que c'était le moment où je faisais les prix de la SACEM. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'il a été formé par Honoré Copette, le frère aîné de Barrel Copette, qui a travaillé au CERMAC d'ailleurs, et qui lui a transmis. Alors, Honoré Copette, on va en parler de lui un de ces jours, il était spécialiste aussi de les valses créoles. Donc voilà un petit peu. Et puis pour terminer, je voudrais vous dire qu'il a fait un album qui s'appelle Beguinement Vôtre, et il a été accompagné par Daniel Ravo, José Pina. Voilà, quelques musiciens célèbres de la Martinique. On va écouter, si vous voulez bien, on va écouter d'ailleurs Moins pas les Where. C'est un titre aussi de droit réservé qu'il a interprété merveilleusement. Écoute, Manuel Saint-Troise est toujours là, c'est un musicien professionnel. Moi, je demande de l'encourager. Et si j'étais président de la collectivité ou du CMT, je l'aurais embauché dans les hôtels. Parce qu'il est important que la musique traditionnelle, que la musique traditionnelle, même clarinettiste tout seul, qu'il passe entre les gens, qu'il joue, ce n'est pas autant. Je pense qu'il faut valoriser notre répertoire traditionnel. Et l'intégration de ces jeunes professionnels comme ça dans un dispositif réfléchi, cadré, est utile pour le pays. Voilà. Ce qu'il fait de façon excellente. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini cette émission sur une note très optimiste, très positive. Faire quelque chose pour notre pays au niveau de la musique, au niveau de l'information, au niveau de la médecine, au niveau de la connaissance géopolitique, au niveau du Parlement français. On a tout vu. Et du cinéma. Pour l'instant, on a... Et du cinéma, 7e art. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à vous tous. D'abord aux fidèles collaborateurs de l'émission à contre-temps. J'allais dire à mes fidèles collaborateurs, c'est un peu prétentieux. Vous êtes des collaborateurs et des fidèles à contre-temps. Et puis de Zizi Tata, l'émission Zizi Tata. À la semaine prochaine. Et merci, mes chers téléspectateurs. The Doreen Pepper. You won't believe your ears. I don't say this much. It's a distinct honor for me and for everyone on this stage to be sharing the stage with Doreen.